Bref, mais en tout cas aujourd'hui, je voulais parler un peu de ça. Bon, c'est un peu après-midi bolchevique. Hein. Il y a cette vidéo qui est sortie il y a une semaine, mais que j'avais toujours pas vue et que j'ai envie de regarder avec vous parce que ça me paraît important. Les sujets me paraissent importants. T'as pas vu Krone depuis combien de temps? Ce lave-t-elle? Dernière fois, c'était il y a je sais plus, un peu plus d'une semaine, bref. Et ensuite, à quoi sert Batman? La vidéo qui est sortie aujourd'hui de Bolchegeek. 40 minutes, 50 minutes sur Batman. En vrai, ça m'intéresse parce que... Ça m'intéresse. Bref, on y va? La grève à Hollywood? Est-ce que vous avez capté, vous, ce qui se passe à Hollywood? J'ai essayé d'expliquer un peu, même si j'ai pas tout compris. Tous ceux qui sont ici sont des auteurs. Nous sommes à l'origine des films. Ce sont nos idées, mais ils appartiennent au studio. Je ne dis pas que les auteurs sont les seuls à se faire exploiter. Tenez, vous, par exemple, Baird. What happens here is important because what's happening to us is happening across. Oh putain, il va falloir que je monte ma caméra. Mais oui, globalement, la grève à Hollywood. Est-ce qu'il va faire une introduction pour expliquer un peu ce qui se passe? Je ne sais pas, mais moi je vais le faire. Globalement, la grève à Hollywood, elle a été initiée par, je sais plus comment il s'appelle, le WG truc là, qui est en gros un syndicat qui existe depuis longtemps. Ça a commencé dans les années 20. Les années 20 vis-à-vis du théâtre et des auteurs de bouquins, en fait, c'est WGA, c'est ça. Années 20, années 30, plus les médiums se sont démocratisés, à savoir le théâtre et ensuite le cinéma et compagnie en Amérique, hein, plus il y a eu des syndicats. Et ces syndicats ont déjà été connus pour faire plein de grèves. La plus grande grève, je crois que c'était dans les années 80, un truc comme ça. Et là, en tout cas, il y a une nouvelle grève. Et c'est une grève des scénaristes en particulier. En tout cas, ça a commencé par être une grève des scénaristes. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est simple. Le cinéma est quand même en train de se casser la gueule. Déjà, il y a Netflix, Disney et compagnie. Le chiffre d'affaires du cinéma reste bon, mais il est plus aussi bon qu'avant parce qu'il y a eu le Covid, en fait. Déjà, le cinéma était un peu en perte de vitesse. Et quand je parle de cinéma, je parle du fait d'avoir un public qui paye un ticket pour aller en salle, voir dans une salle obscure un film. C'est de ça dont on parle quand on parle de cinéma. Donc déjà, il y a une perte de vitesse de ce point de vue-là. Donc, ça bénéficie à qui? Ça bénéficie, comme d'habitude, aux plateformes de diffusion qui sont en train de choper le marché de plus en plus, à savoir Amazon, Disney et principalement Netflix. Voilà, et... En fait, c'est aussi une manière pour... en fait, c'est une autre économie. On l'a vu dans un dernier stream où j'en parlais. Là où l'économie est totalement différente, c'est qu'il y a une vraie peur d'essayer... En fait, à la fois, il y a une vraie peur d'essayer de se lancer dans quelque chose de nouveau de la part de ces studios qui aiment beaucoup exploiter une licence pendant longtemps. On l'a vu avec les Marvel, hein, c'est pour ça que tout le monde est en train de vomir son Marvel. Il y en a beaucoup trop qui sortent... les MCU et compagnie. Disney essaye de surfer sur 10 000 licences et de les exploiter au maximum. C'est pour ça que les Star Wars puent la merde. Et globalement, tout le monde est un peu mécontent parce qu'il y a plein de séries et de films de merde qui sortent, qui sont juste des manières pour un studio de se garantir de faire des ventes parce qu'on exploite une licence qui intéresse les gens de toute façon. Mais la douille est en train de commencer à se voir et il y a de plus en plus de mécontentement et il y a de moins en moins de gens qui vont se déplacer à l'avenir pour voir les films Marvel et compagnie. Il y aura toujours beaucoup de Yankees. Force à vous les Yankees, hein, si vous êtes là, mais voilà. Reste que les pharisiens sont maudits aussi. Hé frérot, moi je veux bien que tu sois sur ce chat et que tu fasses le droitard en mode tu es de gauche, tu n'as rien compris, mais frère, tu parles de trucs, on s'en bat les couilles, t'es en train d'avoir des débats sur les pharisiens, qu'est-ce qu'on s'en branle, va faire un tour. Je banne pas définitivement, va faire un tour, reviens et intéresse-toi au sujet. Regarde, les trucs Netflix, t'as une occasion de dire oh là là, Netflix, les LGBT dans les séries, au secours, les pharisiens, tu peux dire ça m'intéresse ça, c'est le sujet. Bref. All fields of labor. Mais oui, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, le changement économique, c'est que il y a beaucoup de studios, ce que font ces studios, c'est qu'ils te pondent soit une licence qu'ils exploitent et réexploitent et compagnie. Ça, c'est beaucoup ce que fait Disney.
Soit ils essayent de surfer sur un truc un peu pinkwashing, greenwashing, hein, ce qu'on a vu aussi dans certaines séries. Mais surtout, ce qui se fait en majorité, c'est le modèle économique, notamment de Netflix, qui est de produire des séries qui sont pas forcément ouf, mais d'en produire beaucoup, en espérant qu'il y en ait certaines qui accrochent le public, en espérant faire quelques saisons et potentiellement en l'arrêtant avant la fin. Parce que, en termes de coût de production, l'audience disparaît de peu à peu. Et moi, je trouvais ça très triste parce que, en fait, avec ce modèle économique, il y a plein de séries qui, par le passé, n'auraient pas eu leur chance avec un modèle économique comme ça. Par exemple, The Wire, on en parlait. The Wire, la première saison, elle a un peu floppé. Si aujourd'hui The Wire était produit par Netflix, la saison 1 n'aurait pas passé le cap. Ça aurait été avorté. Je veux dire, il y a une série que j'aimais beaucoup qui s'appelait Mindhunter, qui a eu des problèmes de scénarisation sur la saison 2, mais qui s'est complètement arrêté, j'étais dégoûté, bref. Mais en tout cas, le modèle économique de Netflix pose question, et donc, bah, ça fait chier les écrivains, les scénaristes. Pourquoi? Parce que déjà, de 1, on essaye de les payer de moins en moins cher. Et vu qu'on essaye d'être dans cette stratégie on exploite des licences, on veut faire du grand spectacle visuel, on veut en mettre plein les yeux, et on veut essayer de faire en sorte que même si la série est un peu nulle, au moins elle arrive à son objectif de visionnage et de vente. Ok. Donc les scénaristes, ça passe un peu à la trappe. Voire même, il y a certaines séries où le producteur de la série s'en battait les couilles et le scénariste, globalement, le scénariste servait à rien. Typiquement, The Witcher. The Witcher de Netflix, c'est ce qui s'est passé. C'est littéralement la productrice qui à un moment s'est dit: écoutez, j'en ai rien à foutre, je veux un truc un peu féministe, je veux Yennefer, allez vous faire enculer avec Gérald de Rive ou je sais pas quoi, je veux Yennefer, et ça s'est cassé la gueule. La saison 2 est nulle, et la saison 3 est une catastrophe, scénaristiquement il n'y a rien qui tient, et on a même l'acteur principal qui a fini par se barrer du cast. Voilà quoi, c'est une catastrophe, et tout ça parce qu'on voulait aussi se passer des scénaristes qui étaient dans une optique on adapte le roman de je sais plus qui là, le polonais. Voilà quoi. Showrunneuse, pas prod, ok. La showrunneuse. Voilà. Donc Mindhunter, incroyable série. Ouais, c'était bien, bah c'est dommage, bah, ça n'aura pas de suite quoi. Mais voilà, en tout cas, les scénaristes sont un peu malmenés de ce point de vue-là. Et aussi, il y a tout le truc autour de l'intelligence artificielle et le fait que les robots, ChatGPT et compagnie pourraient venir à terme à remplacer l'utilité des scénaristes. Et on verra ça après parce que j'ai envie de m'amuser un peu du coup. J'ai pris ChatGPT, on va voir si ChatGPT peut écrire des belles histoires. On va voir. Oui, bien sûr, le studio possède les moyens de production. Mais ça ne l'autorise pas à prendre tout l'argent. Le nôtre, notre argent. La valeur créée par notre travail. Et nous en redistribuer les miettes. Ce n'est pas juste. We are being victimized by a very greedy entity. Mais après, en fait, alors je désamorce tout de suite un truc, c'est que souvent un des débats et une des réactions dont beaucoup de journaux conservateurs se sont servis aux États-Unis, c'était le truc de ah bah oui mais on avait des vidéos de vieux américains sur Fox News qui étaient en mode ah bah oui mais moi je suis pas Tom Cruise, qu'est-ce qui m'emmerde Tom Cruise, est-ce qu'il veut venir avec moi travailler avec mon gros tracteur dans les champs? Non, Tom Cruise qui ferme sa gueule, il a un grand salaire, alors il va pas commencer à pinailler. En fait c'est vrai que c'est une question, ces gens-là, les scénaristes, bon les scénaristes sont pas si bien payés que ça, mais en tout cas les acteurs qui se sont ramenés dans la grève ensuite, c'est sûr que c'est des gens très bien payés. Et il y a des gens dans ce secteur-là qui manifestent et qui sont très bien payés. C'est vrai qu'on peut avoir un peu cette réaction de se dire oh là là, il y a presque un mépris de classe quoi, de venir ouvrir sa gueule. Et en même temps, moi où je relativiserais le truc, c'est que c'est quand même important parce que ils le font pour tous les autres qui voudraient travailler dans ce secteur-là après. Je veux dire, quand bien même ce secteur-là a des disparités de salaire et de trucs complètement faramineux, c'est aussi la défense d'un secteur. La défense de tous les gamins qui potentiellement ont envie de rêver un jour d'être des scénaristes pour Hollywood, d'être des scénaristes pour le cinéma, d'être des artistes, d'être des acteurs et tout ça. Il y en aura toujours pour se sortir du filet et des mailles du filet et réussir à devenir ce qu'ils veulent, mais c'est surtout pour éviter que tous les gamins que ces gens-là ont été soient dégoûtés à l'avenir de travailler dans ces secteurs, quoi. Bref. Après, ils apportent leur soutien aux gens moins bien payés, donc tant mieux.
D'autant plus qu'ils aident à la lutte et à être médiatisés. Ouais. Bah oui, ça fait plaisir, mais bon, on va voir ce que Bolshevik en pense. It is disgusting. Shame on them. Du strass, des paillettes et du syndicalisme, bienvenue dans cette nouvelle saison de Putain, mais c'est le 3e épisode avec sa casquette là. Populaire pour le journal L'Humanité. Aujourd'hui, on va parler de la grève à Hollywood. Union solidarity forever. Et puis les Américains qui sont complètement fous. Ils vivent tellement peu de grèves qu'ils sont complètement fous. Ils sont en mode waouh, c'est la révolution. Son générique est toujours très bon. Je le remets le générique parce que son générique est vraiment bon. Hein. Je trouve. Hein. C'est un bon générique. Hein. C'est efficace. C'est court. Et c'est peps quoi. C'est pop quoi. C'est peps quoi. Faut avouer que les grèves à Hollywood, ça a un côté marrant. Sur le piquet de grève, t'as Mulder, Barbarella ou Bowser. Leur Sophie Binet, c'est une ouf d'enfer. Et leur Bowser. Olivier Matteux, c'est carrément Est-ce que c'est le mec qui a doublé Bowser? Boy. Je m'en lasse pas. The motherfucker who said we're gonna keep this thing going until people start losing their houses and their apartments. On a fait un truc très simple, on est allé voir le préfet. On dit, à la première réquisition, c'est la guerre. Listen to me, motherfucker. There's a lot of ways to lose your C'est vrai que c'est quand même une méta où t'as des putains d'acteurs qui font des TikTok de grévistes là. Quel poulet hein. house. J'aimerais bien être américain pour vivre cette période quand même un peu. Some of it is financial, some of it is karma, and some of it is just figuring out who the fuck said that. And we know who said that. And where he fucking lives. Vous touchez un camarade dans une raffinerie, on vous met le feu au département, mais pas le feu, c'est nerveux. On vous met le feu. On est flammant. Ben, vous savez quoi, ils comprennent. Donc d'accord, c'est un peu folklore, mais Olivier. c'est aussi un peu bizarre. C'est pas... Putain d'ailleurs tout le monde dit Olivier Matteux, mais moi je suis désolé, Mathéou. J'ai trop envie de l'appeler Olivier Mathéou. Parce que je trouve Mathéou c'est genre il y a un indo quoi. Il fait du kung-fu, Olivier Mathéou. Il a une technique secrète. Ce genre de panneau Alors que Olivier Matteux c'est genre un prof de maths quoi, on s'emmerde. qu'on pense quand on dit Hollywood. On se dit que ces gens-là, ils vivent dans des villas à LA, chauffées à la coke, avec piscine de Dom Pérignon et vue sur un parking de yacht. Donc, qu'est-ce qu'ils viennent tous nous la jouer germinale là? Be careful, motherfucker. Be really careful. Elle est où, la grande famille du cinéma qu'on voit sur les tapis rouges d'habitude? Alors oui, mais non. On va aller au... Bah, pour une fois qu'ils font autre chose que de faire de l'antiracisme soap là, faire de l'antiracisme à Hanoï et de faire du pinkwashing à Hanoï, tant mieux hein, moi je les préfère en germinal que quand gardien de la morale. Hein. Là, du miroir déformant du glamour en commençant par faire un peu d'histoire. Parce que ce que vous voyez là depuis quelques semaines, c'est pas une anomalie à Disneyland qui serait due à des studios subitement décidés à la faire à l'envers. Ah oui en plus. C'est pas une anomalie à Disneyland qui serait due... Lui ce gars-là, hein, c'est Bob Iger, c'est le patron de Disney actuel. Et je sais pas si vous connaissez la méta, mais en fait tous ces gens-là font des annonces et ils les font depuis un certain village. Alors est-ce que vous connaissez ce fameux village là? Comment il s'appelle le village des milliardaires américains? C'est quoi déjà le nom? Pas The Hampton. Il y en a plein, mais ils sont tous dans un. La Sun Valley, voilà. C'est-à-dire que ils font des annonces vis-à-vis des grévistes et ils les font tous depuis la Sun Valley. C'est une dinguerie. Et par contre, on a très peu d'images de la Sun Valley. À Hollywood? Non. Sun Valley, Village. Sun Valley, Village, milliardaire. Comment un billionnaire? Rich people. C'est où sur la carte? Je sais plus. C'est ça, hein. It's billed as the summer camp for billionaires, private jets. The people going are really among America's top. En gros, c'est littéralement, c'est un camp d'été où il y a que des bourgeois qui font du golf constamment. Ils vivent tous dans une sorte d'utopie. C'est
Très étrange. Top business elite. This conference has been running for 40 years now. It's hosted by a very small investment bank called Allen & Co. Et ils sont tous là, ils sont tous heureux. Now it's really morphed. So getting an invitation to this is very. En fait, c'est trop bizarre. C'est la méta des Club Med pour les plus grands milliardaires des États-Unis. Elite. And some of the names we can expect to go are the leaders of the tech and media world in particular. So. C'est beaucoup de gens dans le développement. Bref, mais on a très peu d'images sur la Sun Valley. Parce que comme vous imaginez, il n'y a pas de documentaire, il n'y a pas d'infiltration possible, il y a des gardes du corps partout. Globalement, on n'a pas d'infos, quoi. Très peu d'infos. Mais en tout cas, le décor derrière, c'est la Sun Valley. Dû à des studios subitement décidés à la faire. Écoute, quand je parle de peuple maudit, oui c'est vrai, même le Christ a maudit les gens s'ils ne se rendent pas. Permets-moi de montrer un lien Twitter, c'est safe, y a pas de sexe, juste des religieux maudits et leur regard sur la femme, c'est très intéressant. J'en ai rien à branler. Est-ce que c'est le putain de sujet du stream? On est en train de parler de la grève à Hollywood. Sale chien. T'as peut-être des choses à dire là-dessus. Netflix, les LGBT, nanani, nanana, je sais pas quoi, sois dans le sujet. Va chercher un pote sur Twitter, va faire un débat Twitter dont tout le monde s'en branle en fait. Qu'est-ce que je m'en branle? À l'envers, à leurs employés. Non, c'est pas du tout une nouveauté ça, et c'est le fruit d'une longue tradition syndicale dans... Tu veux le lien? Mais non, je m'en fous, je n'irai pas sur ton lien de merde. L'industrie du cinéma. En France, on a déjà parlé de la CGT Pestacle, bourrée de techniciens, de comédiens, de réals, dont pas mal étaient encartés à gauche, avec Bébel, président du syndicat des acteurs. Bref, la belle époque. C'était un film militant. Oui, il était produit par la CGT, figurez-vous. Mais même dans ce temple du capitalisme du divertissement, avant-garde... Va voir Wissam le vendredi, il va se faire ban en 2 minutes par Raz. Hein. Raz et Dany, ils veulent pas. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, ils veulent pas avoir les gros lourds sur le stream de Wissam. Hein. Ah ouais. Soft power du pays le plus débilement amoureux. C'est parce qu'en fait, Wissam, c'est... En fait, je sais pas, il faudrait... Je sais pas... En fait, j'ai l'impression qu'ils ont peur quand même que Wissam se fasse ensaucer... que ça les ensauce, mais en fait globalement ils sont en solidarité, ils sont pas en mode oh là là on va mettre Wissam sous le bus, mais c'est quand même un challenge quand même d'amener Wissam à faire des streams, être en mode faire de l'humour goofy, parce que désolé, rappel, c'est l'un des seuls arabes qui ouvre sa gueule comme ça avec un certain public et qui parle de politique, bref, et dans le viseur hein. Pour eux de ce modèle économique, c'est pas peu dire que le syndicalisme a une histoire vivace. Les différentes branches de l'industrie étaient et restent extrêmement syndiquées et leurs organisations extrêmement puissantes, dans un genre de cercle vertueux, ou vicieux si vous êtes un patron de studio. D'où des acquis sociaux, des accords bien installés et un secteur où les pourtant très puissantes corporations peinent à contourner les organisations de travailleurs. Et pourtant, c'est pas faute d'essayer, hein, et c'est bien ce qui se passe là. En vrai, Wissam, il s'en bat les couilles, il est en mode prof avec tout le monde. Oui, mais vous vous rendez compte avec la dernière polémique d'Ouria? Enfin, pas la polémique d'Ouria, la polémique sur Ouria. Le pire, c'est qu'elle a rien fait, elle a juste dit « Je suis étudiée à Yale ». Vous vous rendez quand même compte de la mauvaise foi et de la capacité à mentir des gens. C'est-à-dire que même si Wissam, il est studieux et il est en mode prof et il a lu 10 000 bouquins pour te contre-argumenter, on est à un niveau de mauvaise foi qui est tel qu'en fait, ils peuvent se recevoir une sauce, quand bien même, ils sont honnêtes. Donc c'est dangereux, c'est un combat dangereux. Faut être courageux pour le mener. Hein. Moi je vois ça, je suis en mode ah ouais, courage. Hein. Mais ça, on va y revenir. Un syndicalisme très corporatiste, sauce américaine, où vous voyez comment... Avec Martin Eden là, putain mais du coup je suis plus la vidéo, qu'il aille bien se faire enculer ce Martin Eden là. Donc il continue à faire ses petites vidéos de merde. On avait des datas sur lui, sur son Discord de merde où il est transphobe. Hein. Bref, je dirais rien de plus, sinon je vais être ensaucé. Attendez, je vais chercher de l'eau, j'ai soif. Mais bref, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ces gens? Martin Eden transforme, ça m'étonne tellement pas. Vous seriez étonné de ce qui se raconte.
de travailleurs. Et pourtant, c'est pas faute d'essayer, hein, et c'est bien ce qui se passe là. Mais ça, on va y revenir. Un syndicalisme... Je sais pas qui c'est, tant mieux. Très corporatiste, sauce américaine, où vous voyez comment chaque corps de métier a bien sa propre organisation autonome, même si on voit bien l'enjeu de solidarité entre eux dans cette grève simultanée des scénaristes et des comédiens. C'est dans ce but que, par exemple, le syndicat des scénaristes a déclaré qu'il ne briserait pas le mouvement si le syndicat des acteurs n'obtenait pas aussi gain de cause, ou encore qu'ils promettent d'intégrer à l'issue de la grève les employés des studios d'animation, milieu où les conditions de travail sont particulièrement précaires. Ah ouais. Il faut aussi se rappeler que Hollywood, ça a beau être la vitrine de l'American Dream, ça a aussi longtemps été un nid gauchiste. Alors bon, gauchiste pour les ricains, hein, il leur faut pas grand chose. Et les milieux culturels ont souvent tendance, c'est vrai, à être un peu plus progressistes que la moyenne, ce qui fait encore aujourd'hui les réacs y fustigent les Hollywood liberals, cette bourgeoisie culturelle vaguement progressiste qui fait rien qu'à se moquer de Donald Trump. Ah ouais, moi ça m'a marqué, mais vous voyez toute l'esthétique qui est revenue avec Cuphead, les vieux dessins animés de la période Rubber House. Alors Rubber House, en gros, c'est une période dans l'animation où c'est une période qui s'étend de, je crois, c'est 1919, 1935, 33, quelque chose comme ça. Historiquement, c'est un peu ça cette période. Dans le cinéma d'animation, en fait, c'est toute la période où on appelle tube en caoutchouc, Rubber House, parce que beaucoup des personnages étaient animés comme des tubes en caoutchouc. Ce qui permettait d'avoir des mouvements fluides, et très souvent on a eu cette technique qui a été développée, qui est la technique du gant, de mettre des gants aux personnages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des personnages comme Mickey, comme le lapin là, comment il s'appelle, truc Rabbit là, je sais plus quoi. C'est satanique Netflix. Ah ouais, ok. Mais vas-y toi, casse-toi avec franchement. Pourquoi tu viens pour balancer des slogans comme ça? Allez, va refaire un tour. Bugs Bunny. Ouais, en fait, toute la technique qui a consisté à... En fait, vu que les personnages étaient beaucoup, soit d'une seule teinte monochrome, souvent du noir, pour Mickey, pour les personnages qu'il y a eu avant, dont j'ai oublié le nom. Les gants blancs, c'est tout simplement pour qu'on voit les mains par-dessus leur corps. Et aussi l'animation, beaucoup d'animation en caoutchouc, c'est ce qui a permis d'avoir des trucs très goofy en fait. C'est comme ça que le cartoon s'est développé. Vu qu'on avait une sorte d'économie de traits et un côté très caoutchouteux, bah, les personnages on pouvait les faire partir dans toutes les directions, faire des trucs un peu goofy et tout ça. Et en fait cette période, elle était marquée par une crise économique, notamment dans les années 20, au cours des années 20 et tout ça. Et on a eu la période très sombre du cinéma d'animation en Amérique, où on a eu tous les fameux dessins animés où tu as des personnages, ils sont dans la ville, il y a des clochards, ils sont tous en train de chialer, ils se font poursuivre par des fantômes, enfin un truc vraiment un peu cartoon noir en fait, la période cartoon noir, période qui a du coup beaucoup inspiré Cuphead et compagnie quoi. Période qui est beaucoup reprise dans l'esthétique, mais notamment par le clip là, vous savez le clip d'un rappeur là où il y a l'espèce de fantôme. Ça vient d'un dessin animé de cette époque là quoi. Bref. Liberals donc au sens américain. Et donc oui, beaucoup de gauchistes qui faisaient passer des messages de cette façon là dans leurs œuvres. Ça veut pas dire libéral au sens français, ça veut dire en général quand c'est employé par des mecs de droite gauchistes, et même maintenant les gens plus à gauche qui se disent leftistes, gauchistes, du coup, eux ils disent liberals pour traiter plutôt justement les gens un peu bourgeoisie, centre-gauche, etc. Ça n'a pas du tout le même sens qu'en France. Mais se limiter à ça, ça serait oublier qu'un bon pan de l'histoire du cinéma US a été marqué par une vraie gauche, voire d'authentiques communistes, autant parmi les foules de travailleurs que parmi des artistes plus en vue. J'en parle souvent, mais en pleine crise des années 30, la Californie a... Après ils se sont fait en fait, ils se sont fait littéralement criminaliser, tous ces gens-là, durant la guerre froide, en fait. A eu un genre de Bernie avant l'heure, en la personne de l'écrivain socialiste Upton Sinclair, qui proposait de collectiviser Hollywood, avec le soutien de nombreux membres de l'industrie. Et il était bien parti pour gagner ce con.
Tellement que les propriétaires des studios, de la presse et bon, la bourgeoisie californienne en général, hein, la vraie, hein, pas juste les bobos, là on parle des Bernard Arnault, Bolloré et Lagardère du coin, et ben tous ces braves gens ont dû claquer des torrents de pognon pour le battre lors d'une opération de propagande qui restera dans les annales sous le nom de campagne du siècle et que beaucoup considèrent comme fondatrice de la com politique moderne. Alors il a bien fallu mettre un bon coup de cheat dans ce nid de fourmis rouges. Alors hop, années 50, le macartisme, chasse aux sorcières de tout ce qui est vaguement de gauche, des activités anti-américaines, les procès, les coups de pression et les listes noires qui interdisaient carrément aux inculpés de bosser. J'ai jamais vu la liste noire. C'est bien ou pas? La cancel culture. La vraie. Meurs, pourriture communiste. Et on parle pas de 3 ingé-sons excités, hein, des Chaplin au moment... N'oublions pas que Charlie Chaplin a dû se casser, oui. Du macartisme, ils ont carrément dû se barrer du pays. Vous voyez, c'est pour ça que le contexte, c'est important, comme dirait Fred. Donc, ces purges motivées par la dite Red Scare, la peur des rouges en gros, ont bien ruiné la carrière et la vie de ce qu'Hollywood comptait de vraie gauche. Une gauche très liée aux syndicats. De grands films pourtant célébrés à l'international, comme Le sel de la terre de Biberman, sont carrément boycottés sur le sol US. En même temps, le type, il fait un film féministe sur les grèves de mineurs latinos. Il pouvait pas faire du vrai cinéma américain, raciste. Beaucoup ont continué à bosser sous des faux noms avec la complicité des copains, comme le fameux scénariste Dalton Trumbo, qui avait Putain, mais moi ça me rappelle... Ça me rappelle quand j'ai vu Soy Ruba, le film là... qui a été fait sur la révolution cubaine. Oh, moi je vous le conseille, encore une fois, j'en ai parlé dans un stream à un moment, mais Soy Ruba, je vous le conseille. C'est incroyable. L'ingéniosité visuelle, les plans de caméra, les temps longs avec des travelling, avec des ascenseurs qui descendent, les caméras qui sont suspendues sur des fils au-dessus d'une foule dans la rue, c'est incroyable. Trop bon film, enfin c'est une dinguerie. Allez le voir, hein. Vraiment été emprisonné pour ses idées. Le gars, il a dû commencer le scénario de Spartacus de Kubrick sous pseudonyme. Spartacus en plus. Comment il aurait pu faire passer des idées politiques dans une bête histoire de gladiateur? Notre petit groupe avait un champ d'action fort restreint qui consistait à insérer un contenu communiste dans les films. Toujours de la façon la plus discrète, bien sûr. Il est clair que nous avons fait bouger l'opinion. Arrêtez de politiser mes péplums. Toujours est-il que cette histoire a façonné l'industrie cinématographique états-unienne, tout comme la censure conservatrice du code Hays a façonné les codes de décennies de cinéma hollywoodien. Et si on y trouve bien moins de coco aujourd'hui, tout ça a été largement immortalisé par la culture populaire. De plus, malgré leurs efforts, les studios n'ont jamais... Alors Disney... Je parlais justement des cinémas d'animation Disney. Oh. Bah ouais, hein. Ub Iwerks, c'est le vrai concepteur de Mickey Mouse. Il y a une raison pour laquelle tout le monde l'oublie. Hein. Disney, quel bâtard. Hein. Bref, mais allez voir un peu l'histoire de Disney. C'est vraiment un bâtard ce gars. Hein. Vraiment réussi à briser complètement le mouvement syndical et exploiter des gens talentueux sans les créditer jamais quoi. Comme le prouve l'actualité. I believed at that time that Mr. Sorrell was a communist because of all the things that I had heard and had seen his name appearing on many of the Commie Front things. And when he pulled the strike, the first people to smear me and put me on the unfair list were all of the Commie Front organizations. Et c'est valable pour tout le mouvement syndical états-unien. On a beau avoir l'impression qu'outre-Atlantique, c'est pas leur tasse de coca, détrompez-vous. Bien sûr, comme partout en Occident, le syndicalisme a pris très cher depuis la maudite décennie des 80s. Et puis aujourd'hui, on est loin des syndicats rouges des débuts. Eh ben oui, le macartisme, ça touchait pas juste les intellos cultureux, mais comme toujours, derrière, c'est les classes laborieuses qui étaient visées. Pourtant, les... Il y a pas... J'ai en train de penser à Disney. Il n'y a pas le fameux épisode de Donald Dunk, le basketteur de Donald Dunk, qui a fait polémique là, Donald Duck nazi là. Attends, faire exploiter. Non, Donald Duck, c'est ça, en 1942. Oui, c'est ça. Vous avez déjà vu ça ou pas? Je sais pas si je peux me faire ban ma chaîne. Je suis en train d'hésiter quand même là.
Oui, bon, je pense que j'ai pas le droit de montrer ça. Oui, évite. Tu peux te faire ban si tu montres des trucs nazis, c'est sûr. Oui. Bon, bref, mais en tout cas, vous pouvez aller voir. Si vous voulez, je vous mets le lien. Il existe un épisode de Donald Duck chez les nazis. Voilà. Les experts parlent même d'une résurgence jamais vue depuis les années 70. La bonne époque, ça aussi. Et malgré des milliards investis dans les politiques d'union busting, de... C'est un truc anti-nazi, y a rien. Oui, mais bon. Cassage de syndicats. Tenez, les Teamsters, les routiers quoi. Il y a pas longtemps, ils ont même pas eu besoin de faire grève, juste de dire attention, ça peut partir très vite. Ça dénonce tous ses condescendants. C'est plus compliqué que ça. En fait, Disney, il a eu des propos un peu pro-nazis, et ensuite le studio, durant l'effort de guerre, a essayé un peu de se dédouaner. Il y a une histoire comme ça, un peu sombre quoi. À la base, Disney, il trouvait ça pas si mal. Il disait oh les nazis c'est pas si mal, bref il y a un truc comme ça, j'ai oublié. Union busting, de cassage de syndicats. Tenez, les Teamsters, les routiers quoi. Il y a pas longtemps, ils ont même pas eu besoin de faire grève, juste de dire attention, ça peut partir très vite, elle a mis course celle-là et paf, 30 milliards sur la table. Faut dire que c'est 1 300 000 syndiqués le truc. Hein. Alors vous me direz, d'accord, mais là, c'est pas la grève d'Hollywood, c'est des vrais ouvriers avec du cambouis sur la salopette et des moustaches. Eh ben déjà, si, parce que cette histoire, elle a été immortalisée dans la culture populaire, notamment par ces fiefés coquins d'Hollywood. On ne compte plus les films, les séries, les livres, les chansons consacrées au syndicalisme. Ah, c'est quel film ça, je m'en rappelle. Ah mais non, mais c'est The Wire, je suis bête. Nos Teamsters là, leur leader historique comme Jimmy C'est la saison 2 de The Wire, qui est une bonne saison, mais un peu oubliable. Hoffa, c'est devenu une vraie figure pop. Faut dire que le mec, il y a matière hein, entre ses luttes, ses liens avec la mafia et sa disparition. Tirons-nous de la France, allez viens. Le personnage de Stallone dans Fist est inspiré par lui, comme beaucoup de personnages de leaders syndicaux en fait. Le mec a été joué par Jack Nicholson et Al Pacino. Vous imaginez Krasuki joué par, je sais pas, Daniel Auteuil ou Alain Delon? Eh ben non. Résultat, si ça se trouve, vous savez même pas qui c'est Krasuki. Alors, c'est pas pour vous refaire le coup à chaque fois, mais quand même, en France, ça serait pas mal de balayer devant notre porte niveau représentation populaire du syndicalisme. Il y a du bon, hein, attention, mais en dehors des films sociaux avec des pauvres gens qui perdent leur travail et des clichés, certes drôles, ça pêche un peu. Je veux dire, même Caméra Café qui a des films avec, comment il s'appelle l'acteur là, avec des yeux de chat et il pleure tout le temps dans ses films. J'aime bien cet acteur, mais c'est vraiment, c'est l'acteur qu'on a choisi pour incarner tous les rôles de prolo en souffrance. Comment il s'appelle déjà ce gars là? Vous voyez ou pas de qui je parle? Celui qui a une tête de chaton triste. Il est vieux. Il a vraiment des yeux de chat. Un peu, qui a des yeux de chien battu. Vincent Lindon. Ah oui, c'est ça, c'était quoi le film avec Vincent Lindon là? C'était quoi? La loi du marché. Moi, je m'en rappelle. Avec Vincent Lindon. Et moi aussi j'en ai bavé derrière. Je vais toucher 500 € par mois. Je fais comment pour Regardez son petit regard triste. payer toutes mes factures, tout ce que je dois? Welcome, c'était bien, je me rappelle, ouais. C'est dans 9 mois, c'est là. Est-ce que vous pensez que vous seriez d'accord pour accepter une fonction en dessous de celle que vous avez occupée dans votre ancienne entreprise? Ah oui, Putain, j'avais oublié que c'était Bonobo la bande originale. je pense, oui. Bah vous pensez, vous êtes sûr? Est-ce que vous avez envisagé la vente peut-être de l'appartement? Oui, mais c'est non. C'est non? Et bah, pour quelle raison? Ça serait comme si tout ce qu'on avait fait, c'était... ça avait servi à rien. Donc au niveau des hôtesses, je zoome bien pour voir si elles scannent tous les articles, vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de... Je vois pas du tout le côté chat. Mais non, mais il a un regard de chien battu, de chat battu, je sais pas. Les parents pré-retraite, donc il essaye de virer du personnel. Ouais, chacun choisit ce qu'il veut faire. Moi, je pense que... Après, je l'aime bien cet acteur en vrai. Pour ma santé mentale, je préfère tirer un trait, passer à autre chose. Est-ce que ça fait de moi un lâche? Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est pas la première fois, madame Semling, que vous avez été filmé. J'en ai dit. Vous confirmez? Oui, monsieur, je confirme. Thierry, vous confirmez? Bref. Mais oui, c'était un bon film. Un personnage. Un regard de vieux monsieur.
Oui, mais c'est un vieux monsieur qui est triste, quoi. Principal syndicaliste. Bon. Allez, la France d'en bas, c'est ça. Mais si vous étiez payé en neurones, vous ne toucheriez pas un radis. Vous êtes des gueux. Vous êtes des ploucs, voilà. Et pourtant, le Bollock et Solo, c'est des compagnons de route quand même. Et tenez, bienvenue chez les ch'tis. Alors c'est de bon ton de mépriser Bienvenue chez les ch'tis, mais vous en connaissez beaucoup des films populaires où il y a un gars de Sud PTT, et qui est cool en plus. Et je lui ai rappelé que Sud, c'est au cher syndicat. Enfin bref, ça Oui, c'était bien Bienvenue chez les ch'tis. Moi, il y a des gens que je connais dedans. serait peut-être pas mal de pas laisser l'hégémonie culturelle aux chevaliers du fiel. Mais tu peux me tutoyer, on est de gauche. Ça, j'ai du mal à le faire. Tutoyer ou être de gauche? Ah non, c'est tutoyer. Je préfère. C'est tout cet héritage qu'on voit éclater en pleine lumière avec cette grève. Ok, on voit des têtes connues, mais le SAG-AFTRA, c'est 160 000 syndiqués qui votent la grève comme un seul homme. Et s'ils peuvent d'un coup, d'un seul, appuyer sur le bouton rouge et mettre toute l'industrie à l'arrêt, c'est pas juste le fruit d'une colère soudaine, mais d'une tradition bien installée, d'un travail quotidien d'organisation et d'un rapport de force défendu à chaque instant contre les tentatives constantes des superpuissances que représentent les studios pour rogner tout ce qu'ils peuvent avec les moyens colossaux à leur disposition. Mais là, attention, il y a une nouveauté. Le problème, c'est les nouvelles technologies. Les IA. Ah, on y vient. Les IA. Les plateformes et les gens qui veulent pas s'adapter. Ils veulent pas accepter le futur. C'est vraiment dommage parce qu'avant, quand la technologie faisait rentrer l'industrie dans un nouveau paradigme, tout le monde y gagnait. Ça a été le cas avec l'avènement de la diffusion télé ou celle des DVD. Pas forcément, non. On a eu des grèves vis-à-vis de la télé. D'internet. Non, je déconne, dans les deux cas, il a fallu faire grève. Bah oui. Parce que les studios en ont profité pour échapper aux conventions collectives précédentes et pas adapter les droits acquis jusque-là. Dans le premier cas, c'était les années 60. La dernière... Oui, c'est en fait, à l'époque, quand les télévisions, quand les chaînes télé commençaient, il y en avait de plus en plus et qu'elles diffusaient plein de films tous les soirs et qu'il n'y avait pas forcément des royalties de ouf sur les droits des films diffusés à la télé et que du coup les gens n'iraient plus au cinéma pour voir les films ou je sais pas quoi. Ça a fait, ouais, il y a une histoire de polémique, quoi. Une histoire de grève, je m'en rappelle. Fois d'ailleurs où acteurs et scénaristes avaient fait grève simultanément, comme aujourd'hui, c'est aussi là où ils ont arraché une petite... Mais en France, hein. Sécu et des retraites. Et c'était Reagan d'ailleurs, un des meneurs. Et la deuxième, vous vous souvenez, ça avait duré hyper longtemps. C'est pour ça que la saison 1 Breaking Bad, elle fait que 7 épisodes et qu'on a eu Dr Horrible qui a été fait sans studio par des grévistes. Bon, je vais pas vous faire de tout temps l'homme, mais c'est quand même vieux comme l'industrialisation. C'est pour ça que la série de Breaking Bad, elle a que 7 épisodes. En vrai, elle est bonne, hein, la saison 1 de Breaking Bad. Même s'il y a que 7 épisodes, elle est bonne cette saison 1 en vrai. The reality is, even if they're making a lot of money or not, this is a demand to take back more of the value that they generate. Never forget. I always say this, unions are not about being left or right. Et là, il a raison. Unions are about fairness. Oui. You go to work, no matter where you are, under a capitalist organization of the economy, you go to work every fucking day, and you're generating value for that company. Ultimately, the... Bon, après, bien évidemment, c'est pas une question de gauche ou de droite, mais ce qu'ont envie de faire les syndicats en général, c'est comment dire, de sensibiliser au marxisme, quoi. C'est un peu le but, quand même. Au final, ça reste une lutte des classes, quoi. Évidemment, mais ça faut pas le dire. C'est mieux de dire que c'est ni de gauche ni de droite, c'est pour les travailleurs. Ce qui est vrai. Mais bon. Company has decided that you are a net benefit to them. C'est vrai que dès le début de celle-ci, on a eu des mouvements comme les Luddites qui pétaient les machines. Et on a pas mal gobé le discours des dominants de l'époque qui les décrivaient comme des obscurantistes arriérés qui refusaient le progrès. Or, quand on prend le temps de lire ce que ces gens-là disaient, écrivaient et faisaient, ce qui est pas fastoche parce que, comme d'hab, c'est pas les exploités qui ont écrit l'histoire, bah on se rend compte que c'était pas tant le progrès technologique qui les foutait en rogne. C'était plutôt que ça allait dégrader leurs conditions de travail et la qualité de leur travail dont ils étaient bien fiers. Vous voyez de nouveaux moyens de production utilisés pour bananer les travailleurs de l'industrie, pour pondre des produits bon marché tout pété. D'où le fait de réclamer, par exemple, des droits corrects sur la diffusion des plateformes qui, pour l'instant, échappent aux accords précédents ou autres petites entourloupes de fennecs dans le genre. But they had a deal where the first 3 seasons of a show you get paid 88% of scale. And then the idea is you work on a show, it becomes popular, you go 4, 5, 6 seasons and you get 100% and whatever that is. But then by the 3rd season, even if the show's popular, they reboot it
as a brand new show. Faudrait pas que les paillettes fassent oublier qu'on parle d'une industrie. Et donc, un mode de production porté par des centaines de milliers de gens bien plus précaires. Oui, c'est ça en gros pour expliquer. Pour essayer de résumer le plus simplement possible, ils sont en train en fait, ils sont en train de changer le modèle économique des scénaristes, ça devient presque intérimaire. Voilà. Autant de job en job en espérant joindre avec les trucs Netflix, les plateformes et tout ça, c'est presque du boulot d'intérim. Les deux bouts. Des gens qui s'y définissent avant tout par leur place dans ces rapports de production. Les films et les séries sont des œuvres éminemment collectives qui ne sont pas fabriquées par le talent héréditaire des starlets ou des fils d'eux. C'est pas les gros acteurs de l'affiche qui portent les caisses de matos. Bon, ok, Kinu c'est un mauvais exemple, mais au fond, vous voyez bien ce que je veux dire. Et ça ne vaut pas que pour les techos et autres employés de la prod. 87%, I believe is the number of the SAG-AFTRA members make less than $26,000 a year. This isn't about the movies. Ouais, c'est pas énorme pour un scénariste d'Hollywood, 26 000 par an. Ouais, ça fait du... Ouais, c'est rien. Stars. This is about the journeyman actors, the journeyman writers, the people that make the thing go. We're all not Tom Cruise. L'autre côté du miroir déformant, c'est par exemple ce témoignage. Au beau milieu de la prod d'une série télé, le studio a coupé les repas offerts au staff qui en dépendaient tellement que c'est les... Attends, c'est quoi? Attends. Télé. Parce que Disney a décidé au hasard de prendre le déjeuner gratuit du mien et des autres membres du personnel de soutien de POC à de POC à mi-spectacle. Ce sont les scénaristes qui, à tour de rôle, nous ont offert leur déjeuner en signe de solidarité. Parfois, je pleurais en mangeant parce que c'était tellement déshumanisant. On parle des techos, là. Le studio. Oh, merci Léo pour le raid. Bienvenue, comment ça va? Comment ça va les gens? Bonjour. Comment ça va Chad Léo qui parlait de Chad masculinité? Chad, oui. Ouais, on était en train de... On regarde la vidéo de Bolshevik sur les grèves à Hollywood. Voilà. Un peu après-midi Bolshevik parce qu'après, il y a sa vidéo sur Batman. Histoire de chauve-souris. Bref. Mais merci beaucoup pour le raid. Merci Léo. Merci. C'est incroyable le live FC Homme lumineux. Ah ouais? Les repas offerts au staff qui en dépendaient tellement. Ah, Person of Color. Ah, ok. Que c'est les scénaristes. Ah ouais, les abréviations des Américains, je comprends pas tout. Moi. Qui leur lâchaient leur propre repas en signe de solidarité. Et le studio en question étant une petite boîte de prod, galère, vraiment quasi sur la paille du nom de Disney. Car oui, le côté hyper rentable et ultra commercial de ces productions masque complètement la réalité de leurs conditions de production. Maintenant, l'argent d'un seul job doit vous durer 6, 10, 12, 14 mois. Et quand vous n'avez pas droit d'auteur pour vous aider à tenir, je veux dire, j'étais productrice exécutive en avril sur une série à succès pour une plateforme de streaming et en décembre, j'étais chauffeuse Uber. Bah en fait, ouais, c'est marrant, en fait ils tombent dans la même précarité que celle des auteurs de bande dessinée. Et des scénaristes de bande dessinée. C'est exactement le même modèle. C'est que t'es censé vivre sur une production pendant plusieurs mois jusqu'à la prochaine et tu fais un autre taf à côté en général quoi. Alors, à la question de... À part si tu bosses pour Astérix. Comment se fait-il que ces artistes multimillionnaires d'une industrie richissime tapent des piquets de grève pour gratter 3 pauvres acquis sociaux? C'est peut-être pas les mêmes. Par contre, les types en face, eux, c'est les mêmes qui s'engraissent sur un marché... Merci Tini Minori. Du divertissement bien rentable, comme ils s'engraissent sur tout le reste. Le Amazon qui dépense des millions pour casser les tentatives de syndicalisation dans les entrepôts, et la plateforme de streaming qui essaie de briser... En plus, ils en font quoi de leur argent? Moi, je veux dire... Moi, si demain, Jeff Bezos, il veut avoir un harem avec 300 personnes dans chaque pays du monde, moi, je veux bien l'installer, quoi. Il nous paye genre 10 000 balles par mois. Ça sera rien pour lui, c'est une pichenette. C'est rien, quoi. Pourquoi ils dépensent pas leur argent dans des trucs bizarres comme ça? Au moins, ça ferait du taf, quoi. J'ai l'impression qu'ils gardent tout. Ils font rien. Cette grève, c'est pas des homonymes. Voilà, il veut juste aller dans l'espace, là, avec ça. Il veut juste que son crâne se reflète dans la lumière des étoiles, quoi. Tout comme le Disney qui refuse de lâcher des droits d'auteur sur ses séries et celui qui essaie de virer les grévistes des parcs d'attractions. De manière générale, quel que soit le secteur, c'est les mêmes. La Warner Bros, c'est un géant. No way, je prends part à son harem. Oui, mais s'il y a un harem par pays et qu'il y a 300 personnes dans le harem, à mon avis, il y a peut-être même un truc où jamais tu couches avec lui de ta vie.
Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a quand même 300 prétendants, bref. Du divertissement avec, bien sûr, je sais pas, ma métaphore est claquée. Le streaming et les séries avec HBO Max qui sont concernés par cette grève. Mais c'est aussi DC Comics, des jeux vidéo, la télé avec CNN et des tas d'autres chaînes de sport, de docu, de ce que vous voulez. Mais surtout, ça appartient pas à des frères qui s'appellent Warner. Dites-moi pas que c'est pas vrai! Non, les plus gros actionnaires portent les doux noms de Vanguard Group ou BlackRock. Vous vous rappelez un truc? BlackRock? BlackRock, les retraites. Vanguard, c'est le principal concurrent de BlackRock. Devine qui est actionnaire, un des plus gros actionnaires. Et je connais ça, Vanguard, c'est... Les doux noms de Vanguard. Vanguard, c'est ceux qui font les espèces de bonbons très forts à la menthe, là. Group ou BlackRock. Vous vous rappelez un truc? BlackRock? Vanguard, c'est le principal concurrent de BlackRock. Devine qui est actionnaire, un des plus gros actionnaires de... Vanguard, c'est des ETF. Vanguard, BlackRock. Je sais pas. Les mêmes, c'est les mêmes, putain. Les mêmes actionnaires, les mêmes fonds de pension. C'est quoi ETF? Les mêmes gestionnaires de capitaux, je sais pas quoi, qui ont leur bille dans tous les secteurs possibles et imaginables. Fisherman Friend, mais oui, c'est une blague, oui, je sais, c'est une blague. Vous pouvez les appeler par tous les petits noms que vous voulez, et il en existe de toutes les tailles et de toutes les couleurs, mais ça a un nom savant, ça s'appelle des capitalistes. Nous ne sommes pas une entreprise de super-héros, c'est une très grosse erreur. Ce que nous sommes en fait, c'est une entreprise pharmaceutique. Et vous êtes très loin d'en être la pièce maîtresse. Et bien sûr que je prends sciemment une œuvre adaptée en série. Des fonds d'investissement. Ah oui, c'est juste ça, oui. Très populaire sur Amazon. Oui, tiens donc ça, toutes ces séries qui critiquent le capitalisme et qui sont chez Amazon. C'est ironique, dis donc. Je suis très intelligent. Vous voyez? Vanguard et BlackRock, ouais, c'est des noms de... Vraiment des noms d'équipage de pirates dans One Piece, quoi. C'est comme tu es anticapitaliste, mais tu as un smartphone. Le smartphone. C'est Baroque Work, c'est ça, c'est Baroque, je sais plus quoi. Ça n'a pas été fait par des capitalistes. Il a été fait par des travailleurs. Il a été fait, littéralement, par les gens qui font les smartphones. Vous reprocheriez pas aux Conti de bosser pour le méchant capitalisme américain. Oui, Baroque Work, ça pourrait être le nom d'un fonds d'investissement, comme ça, d'une gestion d'un fonds d'investissement. Barry writers that are a part of the fucking Writers Guild of America wrote the episode of Barry where they're talking about big streamers like HBO, which Barry's on, fucking them over and shutting down their goddamn show. And the studios don't care. The studios, as long as they're making money, as long as the show is popular, will let you say it. Capitals will sell us the rope in which we hang them from. Ben oui, ça veut dire les conditions se dégradent dans les studios qui produisent ces séries, alors que plus que jamais, nous avons des séries qui font des petits clins d'œil à la pensée marxiste, anarchiste, que sais-je. On a des jokers qui sont en mode « je vais brûler le monde, je déteste la société ». Et les studios derrière, ils s'en branlent, quoi. C'est une nouvelle mode, quoi. Pour eux, c'est une mode, quoi. Il est solide comme gauchiste, Hassan. Bah, pour un gauchiste américain, oui. Il est plutôt... ouais. This is that theory in action that you're seeing. Like, they don't give a shit. Des fois t'as l'impression que les Américains, ils découvrent des trucs. Genre, ils sont fascinés par la France, ils sont en mode « Ah ouais, c'est ça de faire grève, c'est ça d'avoir un mouvement social. » Mais après, pour la méta américaine, c'est... Oui, il est solide, il mérite son succès, tu vois. As long as they're making short-term profits, they will fucking upload videos like that. C'est pour ça qu'il y a un côté, quand il arrête de bosser, eh ben t'as plus de série. Et c'est pour ça que là, vous voyez, il y a l'équipe de The Boys sur le piquet de grève. Et que la nouvelle saison est repoussée parce qu'ils sont en grève. Et ils sont en grève contre Amazon. Le gros problème, c'est que le pouvoir ultime, lui, il revient toujours aux propriétaires des studios. Mais pourquoi ce mec, c'est... Le problème, c'est que le pouvoir... Il s'est versé un saut. Ultime, lui... Dans quel métaverse ce mec-là, c'est pourquoi? Il revient toujours aux propriétaires des studios. Mais pour se faire de l'argent avec de la culture, ils sont bien... Bizarre, ouais. Il est goofy. Ice Bucket Challenge. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Oui, il a fait le Ice Bucket Challenge, on s'en branle. Quand il parle de retraite et de la sécu, j'ai l'impression qu'ils sont gold et on est master. Oui. Obligé de faire appel à des gens qui savent en produire et qui pensent pas forcément comme eux. Pour un public qui, d'ailleurs, ne pense pas non plus forcément comme eux. Oh, c'est quoi ce chapeau? C'est lié à un bail, mais...
Quoi ce chapeau One Piece là? Et ça, il s'en passerait bien. Raison de plus pour remplacer un maximum de gens par des IA ou les précariser un maximum pour les avoir encore plus à leur merci et casser leurs acquis, leurs organisations et leur solidarité. Et de notre côté, en tant que consommateur, ça nous rappelle qu'on a toujours intérêt à être du côté de ceux qui produisent vraiment ce qu'on consomme. On a les mêmes adversaires. Bon, après, si vous préférez chier sur les grévistes et bouffer à longueur de journée de la merde générée par des algorithmes, moitié torchée à l'IA et moitié par des précaires jetables, tout ça pour enrichir les mêmes crapules qui vous exploitent le reste du temps, j'ai envie de dire, c'est votre problème. Oui, mais c'est là que j'ai envie de relativiser son truc, c'est que, désolé, mais on va pas vous voir faire comme s'il n'y avait pas d'IA. Maintenant, elles sont là. Enfin, je veux dire, t'as envie de protéger tes acquis, t'as envie de protéger tes lois, oui, mais il y a ChatGPT, et rien n'empêche d'utiliser ChatGPT pour faire une série, voire même peut-être que oui, à un moment, ChatGPT pourra concurrencer le secteur des scénaristes. Mais dans ces cas-là, en fait, c'est une question de détenir l'outil de production. C'est vrai qu'il faut... Je pense qu'il faut s'en servir. Je pense que les gens qui bossent dans ces secteurs doivent savoir maîtriser, voire même savoir développer des outils à partir des intelligences artificielles pour être indispensable, pour se rendre indispensable. Désolé, c'est la méta un peu capitaliste, on n'est pas dans un monde idéal. Bien sûr qu'on va se faire douiller, mais pour le coup je pense que oui, une des stratégies ça serait de savoir s'en servir, d'apprendre à s'en servir le plus vite possible pour être indispensable dans ce secteur. Après, chers les scénaristes qui font des débilités, soyez créatifs et vous ferez pas grand remplacer. Non, en vrai, faut pas abuser. En vrai, les scénaristes, là, s'ils font grève, c'est que vraiment, on les fait travailler à la chaîne dans des petits comités pour des séries qui savent même pas si elles vont être produites ou pas, sans aucun lien avec la production. C'est-à-dire que ces gens-là, ils te pondent un scénario, mais ils savent pas du tout dans quelles conditions ça va être produit. Du coup, la chaîne de production, elle est complètement décousue, ce qui produit parfois des œuvres complètement déplacées du point de vue de ce qu'elle raconte et de comment elle le raconte, avec quel budget, avec quels acteurs et dans quel type de décor et avec quel type de prise de vue réelle et tout ça. Enfin, bref. Et surtout, ils se font beaucoup. Enfin, ça devient un métier très intérimaire. C'est une manière de le résumer. C'est pas exactement ça, mais dans le sens où ils ont plus vraiment de salaire en fait. Ça veut dire qu'on les paye pour une commission, pour une série. Ils investissent un certain nombre de temps pour une série qui peut-être ne sera jamais produite et donc ils ne seront pas payés. Et s'ils sont payés, si la série continue, ils sont payés, pour quel nombre de temps et avec une paye qui a diminué aussi. Bref. J'ai lu, après cher, les ouvriers font des post-clopes, soyez productifs et vous ferez pas grand remplacé par les machines. Oui, voilà, c'est un peu ça, fais attention, tu vois. D'ailleurs, et c'est peut-être ça, en fait, le plus important. Non, mais les scénaristes, ça reste très important. Et puis même, on n'en est pas encore au stade où les IA vont pouvoir marquer une différence en termes de scénario. Déjà, il y a un secteur sur lequel les robots sont quasiment incapables d'être compétitifs avec les êtres humains, c'est l'humour. Donc désolé, mais tout ce qui est comédie, tout ce qui est justement scénariste pour les late shows et compagnie, va falloir attendre encore longtemps avant d'avoir des bonnes blagues faites par des IA. Surexposition remet un coup de projecteur sur la puissance de la grève et d'un syndicalisme fort. Alors, quitte à ce qu'Hollywood nous vende du rêve, autant que, pour une fois, ça nous inspire dans ce sens-là. So I'm a member of the WGA. Bien critique, mais ni de la saison 2 de One Piece nonobstant. Oui, ça viendra, mais ça mettra du temps. Moi j'ai trop envie, hein. Moi là j'ai repris One Piece en animé, j'ai vu l'arc Alabasta, donc je comprends ce qui va être adapté et je me demande comment ils vont l'adapter. J'ai peut-être ma petite idée, mais je suis trop heureuse, hein. Je suis trop heureuse d'avoir repris One Piece en animé. J'ai dit que j'allais me faire chier, que c'était trop pour les enfants et que c'était trop long. Bah en vrai je me fais la version Kai et je prends mon pied, hein. Bon, je vais me faire chier à certains arcs, hein, c'est sûr, mais en tout cas, jusqu'à Enies Lobby, Marineford et compagnie, je sais que je vais bien m'amuser. DGA,
I'm a member of SAG, and I used to work for UPS, so I used to be a member of the Teamsters. And I just want to say, like everybody has said... L'adaptation est si bien que ça? Non, elle est pas si bien que ça, mais par contre, c'est une des meilleures adaptations de live action, c'est sûr. Attendez, je reprends parce que j'écoutais pas. And I used to work for UPS, so I used to be a member of the Teamsters. And I just want to say, like everybody has said, we're not just fighting for us right now. In the last... Putain, mais ce gars, il doit être très intelligent. Il a un grand chapeau pour stocker son cerveau. Imaginez, dans le futur, on a des chapeaux comme ça, parce qu'on a des cerveaux... on a plusieurs cerveaux, comme des serveurs informatiques. 3 years, there's been over 2,900 strikes in the U.S. They're scared of what's going on. They're scared of how militant, how ready to fight we've become. You all saw that anonymous Apple exec saying that this fight for them is about trying to make sure other people don't want to fight. The whole world is looking at us. And we can't let them down. Oui, c'est vrai, bah de toute façon, le monde entier regarde Hollywood, qu'ils soient en grève ou pas, hein, donc bon. Mais bon, ces derniers temps, ça devient un peu plus de la merde, quoi, c'est sûr.